En 1932, Amelia Earhart réussit la traversée de l'Atlantique Nord en solitaire. Après des études de médecine, la jeune femme attrape le virus de l'aviation. À 24 ans, elle est la 16e femme à obtenir sa licence de pilote. Après avoir passé son brevet de pilote, elle s'achète un avion tout jaune, le Canary, Kinner Air Star. À son bord, elle va faire des cascades inimaginables. En 1922, elle bat même le record d'altitude en volant à 4300 mètres du sol. Millie devient très vite célèbre aux États-Unis. Après quelques leçons de pilotage en 1920, Amelia achète un avion, obtient son brevet de pilote. Elle n'est que la 16e femme des États-Unis à l'obtenir et cumule les petits boulots pour payer son carburant et ses heures de vol. En moins de 2 ans, elle établit son premier record. Elle disait que les femmes étaient élevées pour être timides, pour être peureuses. Et c'est précisément ce qu'elle ne voulait pas être. Elle était déterminée à ne pas avoir peur de faire la chose la plus effrayante possible. C'est-à-dire emmener ces engins assez primitifs et pas très solides aussi haut qu'elle le pouvait. Le premier record qu'elle va battre est donc un record d'altitude. Elle atteint 4300 mètres. Aucune femme ne l'avait fait avant elle. Lorsqu'elle ne vole pas, Amelia regarde les autres dans les airs. Un jour, une femme pilote est en train de faire une démonstration de vol et elle se crache. Elle s'en sort indemne, mais détruit son avion. Les gens dans la foule disent « Vous voyez, c'est un parfait exemple. Les femmes ne peuvent pas piloter des avions. » Et que fait Amelia? Elle court vers un des hangars et se jette littéralement dans un avion. Elle épate la foule par ses acrobaties et un atterrissage parfait. Elle se présente ensuite devant la presse. « Pourquoi vous avez fait ça? Je l'ai fait pour prouver que les femmes font d'aussi bons pilotes que les hommes. » Peu de temps après, quelqu'un cherche une femme pilote sur la côte Est. Et quel est le premier nom qu'il entend? Amelia Earhart. Par ce geste audacieux, Amelia vient de se faire un nom. En 1927, l'aviateur Charles Lindbergh entre dans l'histoire en devenant le premier pilote à relier Paris depuis New York sans escale et en solitaire. Émerge alors l'idée d'une prouesse similaire avec une femme aux commandes. 5 tentent l'aventure, sans succès. Jusqu'à ce qu'Amelia ne soit contactée en avril 1928 pour essayer à son tour. Le 17 juin, elle s'envole de Terre-Neuve à bord d'un trimoteur Fokker F-7 appelé « Friendship », aux côtés d'un pilote, Wilmer Stultz, et d'un mécanicien, Louis Gordon. Le trio atterrit 20h40 plus tard au pays de Galles. L'accueil est triomphal, Amelia Earhart est devenue la première femme à traverser l'Atlantique en avion. Here you see Lady Lindy, whose triumphant solo flight across the Atlantic is the admiration of the whole world. Taken 4 years ago when she landed at Bury Point in Wales, the first woman to do it then, and now she's done it again, alone. What a wonderful woman. And isn't she like Lindbergh? I've done it. Those were Lady Lindy's words when she got out of her machine in the field near the little village of Calmore. And all the villagers cheered her. Isn't she amazing? She doesn't look as though she's just battled with the elements for 2,000 miles in one of the most wonderful flights ever made, does she?
And there's her little plane, with which she's broken all records and crossed the Atlantic in 13.5 hours. She wasn't even too tired to sign autographs. And there's Dan McCallion, the farm labourer, who dashed for cover when her plane landed almost on top of him. And she sat in the window of the little farmhouse and told her story. And what a story, too. And then to London, with a real summer's greeting, pelting with rain, thunder and lightning. Good old English weather. And finally, on the steps of the clubhouse, congratulations by Mr. Andrew Mellon, the American ambassador. Well done, Lady Lindy. Le 20 mai 1932, à l'âge de 34 ans, elle renouvelle sa traversée de l'Atlantique, mais cette fois-ci, en solitaire à bord d'un avion Lockheed Vega. Elle met 14h56 à relier Harbour grâce au Canada à Derry en Irlande du Nord. Malgré une fuite qui la force à atterrir plus tôt que prévu, la prouesse est encore une fois largement relayée par les journaux de l'époque.
bien décidée à repousser les limites de ce que peut entreprendre une femme de son temps, Amelia Earhart trouve un défi à sa mesure dans l'idée d'un tour du monde. Une première tentative échoue, en raison d'avaries techniques, et un de ses coéquipiers jette l'éponge. Pas Amelia. Le 1er juin 1937, elle se relance depuis Miami, avec comme seul membre d'équipage le navigateur et aviateur Fred Noonan, chargé de l'orientation de l'aéronef. Le voyage se passe d'abord plutôt bien. Le tandem effectue des arrêts en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde et en Asie du Sud-Est, avant d'atteindre l'AE, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les 3/4 du trajet sont alors derrière eux. Mais le dernier tronçon, qui doit les amener à Hawaï en leur faisant survoler l'océan Pacifique, est risqué. Or, sur la dernière partie de leur trajet, Earhart et Noonan n'ont guère droit à l'erreur, ils doivent se poser sur la petite île de Eowand, à quelques 4000 km de l'AE. Un confetti dans l'océan Pacifique, où ils pourront se ravitailler avant de reprendre leur envol en direction d'Hawaï. À proximité de Eowand, un navire des gardes-côtes américains les attend. Mais le temps passe et aucun avion n'apparaît à l'horizon. Sur leur radio, les gardes-côtes entendent finalement Amelia Earhart. Elle les recherche, nous devrions être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas. Le carburant commence à baisser, dit-elle. Les opérateurs lui parlent mais l'aviatrice ne les entend apparemment pas. Et l'avion reste toujours invisible. Nous cherchons vers le nord et vers le sud, indique encore l'aviatrice sur sa radio. Le ciel reste cependant désespérément vide. Les gardes-côtes doivent se rendre à l'évidence, le Lockheed Ellis Electra est en difficulté et n'atterrira pas à l'endroit prévu. Ils partent à sa recherche. Durant 2 semaines, des navires et des hydravions écument les environs. Mais on ne retrouvera aucune trace de l'avion et de ses occupants. Circling but cannot hear you. We will repeat on 6210 kilocycles. Attendez. Dernière parole authentifiée d'Amelia Earhart. Et pendant plus de 80 ans, le monde entier a attendu des réponses sur ce qu'il est véritablement advenu d'Amelia et de son navigateur Fred Noonan en ce tragique jour d'été. Soudain, tout le pays a été pris de la même obsession. Où est-elle? Les gens ne quittaient plus leur poste de radio. C'est le plus grand mystère du XXe siècle et il se prolonge dans le XXIe. Sa disparition donne naissance à d'innombrables théories et occasionne des dizaines d'expéditions, cherchant toutes à découvrir ce qui est réellement arrivé à cette jeune femme, si fascinante et si inspirante, originaire du Kansas. Nous avons appris les détails les plus intimes de sa vie et pourtant nous n'avons toujours pas le sentiment de la connaître. Tout le monde voudrait savoir comment elle a disparu, ce qui lui est arrivé, où est son avion. Mais pour moi, le plus grand mystère, c'est qui était-elle vraiment? Elle était déjà une source d'inspiration de son vivant. Mais 80 ans plus tard, elle est de bien des façons plus vivante encore qu'avant ce crash. C'était une femme incroyable. Elle était très en avance sur son temps, partie à la conquête du monde en étant une femme. Et elle s'est bien débrouillée. Ça se voit qu'elle était du Kansas. Bob Ballard, lui aussi originaire du Kansas, vient apporter un nouveau chapitre à l'histoire d'Amelia. Il est plus grand que je pensais, ça c'est sûr. À Hutchinson, ville natale d'Amelia Earhart, il admire le dernier modèle existant de Lockheed Electra 10E, l'avion que pilotait Amelia. Voilà, à mon avis, ce sont les plus gros débris qui ont pu subsister. Ces 2 énormes moteurs Pratt et Whitney. Je me demandais où y attacher mon robot, probablement par ici.